Bonjour, c'est Cryptolyse, bienvenue dans la Crypto News, notre rendez-vous matinal du lundi au vendredi pour analyser les news crypto et les news du marché, voir un petit peu ce qui se passe et ce qui s'est passé. Au programme aujourd'hui, nous avons de la réglementation européenne, nous avons une proposition de Mark Zeller sur une solution autre que Tornado Cash, on parle de FTX, on va parler de Midas et on va parler de Ethereum et de Gnosis Chain. Donc, très intéressant tout ça, et on fera un petit point rapide sur Crédit Suisse. Et oui, on va encore parler de Crédit Suisse, mais je pense que c'est intéressant. Avant qu'on entame tout ça, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est simple, likez, partagez la vidéo, ça aide beaucoup au référencement de YouTube, et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et on attaque tout de suite la partie nouvelle avec la réglementation européenne. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est un article du The Block qui traite une réglementation européenne, mais une réglementation européenne donc qui est liée toujours à la notion de MiCA, bien évidemment, et pas que, parce qu'il n'y a pas que ça, mais en l'occurrence, l'information à retenir, c'est que ça touchera l'ensemble des compagnies, partout dans le monde, à partir du moment où ça touche un citoyen européen, d'accord ? Il faut comprendre ça, ça veut dire que peu importe où la société se trouve, à partir du moment où votre pays de domicile dans lequel vous êtes, ils seront dans l'obligation d'appliquer MiCA. Ce n'est plus uniquement les sociétés au sein réellement de l'UE, ce sera toutes les sociétés qui touchent l'UE. Et ça c'est valable pour la taxation aussi, et leur nouvelle proposition de taxation. Et il est sûr et certain, là c'est pas noté que c'est lié à MiCA, mais il est sûr et certain que ça va arriver aussi sur MiCA. C'est-à-dire que cette schématique va être imposée sur le cadre de MiCA. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est que cette nouvelle notion de taxation qui va arriver devra être effective le 1er janvier 2026. Par contre, on n'a aucune idée de comment l'appliquer, quels sont les éléments nécessaires pour pouvoir l'appliquer, ou comment monitorer ce qui va se passer. C'est très intéressant. Je vous invite à regarder notamment cet article sur The Block. Alors du coup c'est en anglais forcément, mais c'est très intéressant de comprendre la schématique qu'il y a derrière. Ensuite, je voulais vous proposer un petit interlude, toujours pour les petits développeurs, ou ceux qui sont en herbe en tout cas. Nous avons un tweet de Avalanche qui nous propose justement un guide pas à pas, qui est plutôt bien fait sur comment déployer, comment développer en Rust sur leur virtual machine, et c'est plutôt bien fait, et ça va du simple au très compliqué, donc il y a absolument toutes les infos si jamais vous êtes intéressé sur le Rust. Et en plus Avalanche, je rappelle que c'est une blockchain qui est intéressante, qui a du coup un écosystème développé, qui est une layer 1/layer 0, qui a pour vocation de créer un écosystème à part, qui ne se voit pas comme un Ethereum killer, qui a fait des super événements avec l'Avalanche Summit qui montrent que justement il y a beaucoup de projets qui sont en train de développer dessus, donc c'est positif, et en tout cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, en tout cas, comme blockchain, et donc quand ils font de la bonne documentation, bah, c'est intéressant de pouvoir la montrer. À côté, nous avons Mark Zeller, donc Mark Zeller, connu, entité française qui représente un petit peu la DeFi, qui travaille notamment à AV, mais pas que, et qui nous propose quelque chose d'assez intéressant, notamment un tweet, pour s'offrir un bout de privacy sans forcément passer par Tornado Cash. Il a fait tout un setup en passant par les AVAX Assets, donc notamment par la blockchain AVAX, d'où la transition, et à côté en passant par BTC avec un mixeur BTC dans lequel il faut passer beaucoup de temps pour tout simplement garder cette notion d'anonymat. Et ce qui est logique, plus on va avoir de transactions qui vont transiter, plus l'anonymat sera fort, moyen de transaction, plus on doit passer du temps, ce qui est tout à fait classique. À côté, il propose tout simplement le principe habituel qui est la public privacy, sur lequel on passe sur un CeFi et on redépose, quelque chose que l'on connaît déjà assez, et globalement, voilà, il répète que on ne sait jamais, la notion de mixeur est très compliquée, et ça peut être directement considéré comme illégal. Alors, on sait que Tornado Cash est illégal, mais qu'en est-il des autres mixeurs? Et là, il définit, voilà, globalement, que c'est à vous de définir ce que vous souhaitez. C'est-à-dire que, oui, légalement, c'est interdit, mais si vous pensez que la privacy est plus importante pour vous, il y a des solutions qui sont acceptables, mais qui offrent beaucoup moins de privacy, d'autres qui ne sont pas acceptables, ou en tout cas qui peuvent ne plus l'être assez rapidement, qui, justement, pourraient vous ouvrir aussi une forme de privacy.
On continue avec notamment une nouvelle sur FTX, et oui, on continue toujours avec FTX, on en découvre toujours beaucoup, j'avais déjà commencé à en parler, ça c'est le fait que potentiellement Alameda et FTX étaient à l'origine de la manipulation de marché sur Terra Luna, d'accord? Donc ce qui s'est passé sur le break de l'UST et Terra Luna a pu être accentué, voire même déclenché par FTX et Alameda. C'est quelque chose qui déjà existait comme rumeur depuis un certain temps, d'accord? Déjà, voilà, ça faisait bien facilement 3 mois qu'on en parlait, qu'il commençait à avoir des soupçons, il n'y avait pas de preuves. Là, a priori, ça y est, ça part, on fait une enquête totale, et notamment pour la notion de market manipulation, donc très importante parce que il est fort probable qu'en effet, il y a eu au départ une manipulation du cours, bien qu'après il y a eu un emballement, mais il y a eu un début de manipulation, chose qui est interdite et punissable par la loi, et je pense qu'on en saura de plus en plus, et je pense vraiment qu'au niveau de cette affaire FTX, c'est l'aboutissement de l'épuration de l'ensemble de l'écosystème crypto. Là, c'est vraiment, on arrive au bout du bout, dans le sens où on est en train de se rendre compte qu'on avait quelque chose qui est en train de se monter, en effet, ça a bien fait d'éclater. Maintenant, même si ça a fait beaucoup de dommages, et notamment je sais que dans la communauté, il y a beaucoup de personnes qui sont impactées, et on va suivre justement ce qui se passera par la suite, mais c'est important de comprendre que actuellement, c'est une bonne chose que ça arrive maintenant. Si c'était arrivé plus tard ou avant, ça aurait été très compliqué. Là, on est en train de découvrir, je pense, tous les dessous, et je pense que ça va continuer, ça ne va pas s'arrêter. On continue les nouvelles avec notamment le petit post que j'avais fait sur Midas. Alors pour expliquer, je vous avais fait notamment une première vidéo, enfin en tout cas une première annonce dans une des vidéos news à propos de Midas, dans lequel j'ai toujours une partie des fonds, enfin j'avais toujours une partie des fonds, toujours avec une faible exposition, hein, dans la CeFi, j'ai jamais plus de 15% en CeFi, et j'avais annoncé que je me retirais, et notamment je l'avais annoncé sur le Discord, et j'avais expliqué pourquoi. Étant donné qu'on avait un impact avec Maple à travers le non-remboursement du prêt d'Orthogonal Trading, donc qui était un prêt quand même de 36 millions de dollars, même si Maple Finance est capable d'absorber ça, bon, voilà, j'ai préféré retirer les comptes, enfin en tout cas retirer mes assets, en attendant d'avoir une communication de Midas. Parce que d'habitude, ils ont une communication qui est très transparente, et tellement transparente qu'on connaissait l'exposition qu'ils avaient à Maple Finance. C'était pas une exposition qui était colossale, mais ça n'empêche que, voilà, par protection, par surréaction aussi, sur ce type d'événement, je préfère retirer, vous donner les informations, et ensuite voir. Là, actuellement, ils ont fait une communication qui est assez propre, dans laquelle ils ont montré que ils ont retiré l'ensemble des assets à quasiment la totalité, à part 54 Ethers qui sont perdus, donc ça représente à peu près 70 000 $, mais ça reste quand même très très faible, et ils ont annoncé qu'ils ne seraient plus exposés à Maple et M11 le temps que le marché se stabilise. En effet, Maple, on a des taux d'intérêt qui sont très intéressants, mais on a aussi des périodes qui peuvent être de lock, justement, sur un certain nombre de leurs produits, qui peuvent être gênants, et c'est une des raisons pour lesquelles je ne suis jamais exposé à Maple, même si, bon, voilà, il y a des taux qui sont intéressants. Est-ce que je vais retourner sur Midas ? Il est possible que je retourne à faible exposition sur Midas, et peut-être au fur et à mesure, j'augmenterai en fonction des différentes communications et de l'état du marché. Je pense qu'il est important de prendre en considération ça. J'aime beaucoup le travail que Trevor fait au niveau de Midas, ça n'empêche que ça reste quelque chose qui, même s'ils font vraiment un travail colossal de montrer ce qu'ils sont en train de faire, et je veux dire, c'est un des rares CeFi, de toute façon ils se définissent comme CeFi DeFi, d'accord ? Mais c'est un des rares CeFi qui, justement, va vous montrer les positions qu'ils sont en train de prendre. Donc c'est-à-dire, il vous montre comment il gère de la DeFi pour générer ses yielding. Il vous montre pas tout, mais il vous montre une grosse partie, et ils définissent plein d'autres choses à côté. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ce projet-là m'intéresse, et que je continue à m'exposer un petit peu dessus, parce que c'est toujours intéressant. Je vous mets un petit lien en commentaire et en description si jamais vous êtes intéressé par Midas. Attention, on reste sur de la CeFi, comme d'habitude, on ne met pas all-in, on contrôle son exposition, il y a des taux qui sont intéressants sur certains assets, d'autres qui ne sont
pas, à vous de choisir ce que vous préférez et de contrôler surtout votre exposition. Ne mettez pas tout sur Midas, bien évidemment. On continue les nouvelles avec notamment Ethereum. Ethereum qui, ça y est, nous donne un petit peu de news sur la mise à jour Shanghai. Mise à jour Shanghai qui est importante parce que c'est la mise à jour qui permet, entre autres, la libération des Ethers qui sont bloqués sur la Beacon Chain, enfin qui étaient bloqués sur la Beacon Chain, donc qui sont bloqués dans la validation des nœuds. Donc là, actuellement, on pourrait avoir une libération d'Ethereum en mars 2023. Vous connaissez ma position dessus, je vais pas forcément passer trop de temps dessus. Pour faire vraiment la compression, je considère que quelqu'un qui était prêt à mettre de l'argent sur quelque chose qui ne pouvait, enfin, sur lequel il avait aucune garantie que ça fonctionnait à l'époque sur la Beacon Chain, donc je rappelle, à l'époque c'était juste un projet et il fallait loquer de l'argent sur lequel on n'avait aucune certitude que ça revienne. Ces personnes-là, qui ont fait peut-être x10, x15, voire plus en fonction du moment où ils ont acheté leur Ether, vont certainement prendre une partie de profit. Mais ça risque d'être négligeable, pour plusieurs raisons. C'est que, les personnes qui croyaient autant à ce projet-là, continuent à croire autant à ce projet-là. D'accord ? Le taux de rentabilité, c'est-à-dire que quand votre Ether, vous l'avez acheté 30 balles, 30 euros, d'accord ? Et que vous touchez 5% de la valorisation actuelle de l'Ether en rendement, vous imaginez bien qu'en termes de rentabilité pure, c'est juste colossal. C'est le même principe des actions Coca achetées par Warren Buffett. Les dividendes qui touchent actuellement et qu'on les ramène au prix d'achat effectif, bon, on est sur quelque chose de juste astronomique. C'est le même principe. D'accord ? Donc forcément, on va avoir des prises de profit, mais ça risque d'être minime. Et que, dans tous les cas, deuxième point, vraiment, je fais la version condensée, hein, mais le deuxième point, c'est que dans la mise à jour Shanghai, il y aura une limitation de libération d'Ether qui sera, dans tous les cas, inférieure au nombre d'Ethers qui étaient libérés dans la période de mining, d'accord ? Dans le fait qu'on mintait des Ethers pour payer les mineurs. Ce sera inférieur. Donc dans tous les cas, on restera sur quelque chose qui sera inférieur à ce qu'on avait connu avant The Merge. Donc personnellement, oui, on pourrait avoir une intégration, oui, on pourrait avoir une baisse, mais ça reste pour moi assez faible, et je pense que potentiellement, on pourrait avoir sell the rumor, buy the news, là-dessus. Donc il va falloir aussi faire attention par rapport à ça. Ensuite, en parlant de blockchain qui sont en proof of stake, nous avons Gnosis Chain, qui est notamment la troisième plus grosse blockchain décentralisée après Bitcoin et Ethereum, qui fait aussi son merge. Donc c'est intéressant de voir que Gnosis passe aussi en proof of stake et que Ethereum a montré que c'était possible et que du coup les autres blockchains se lancent dans la même problématique, bien que Gnosis Chain n'a pas forcément la même densité d'applications, parce que globalement c'était aussi ça la problématique d'Ethereum, c'était la densité d'applications décentralisées qui fonctionnaient sur son réseau qui pouvait poser problème. Et je terminerai sur le petit point macro qui est Crédit Suisse. Crédit Suisse, où globalement vous voyez systématiquement dans les news que Crédit Suisse c'est le prochain Lehman Brothers, que ça va faire faillite, qu'ils ont... voilà, j'ai déjà fait une vidéo, une hebdomadaire totalement dessus. Bon, vous connaissez ma vision, ou si c'est pas le cas, je vous fais un petit résumé simple, c'est oui, ça va mal pour Crédit Suisse. Est-ce que Crédit Suisse va faire un défaut de paiement? Certainement pas. Dans tous les cas, la Suisse ne laisserait pas faire, et que... bon, voilà, je pense qu'il y a certainement des possibilités de rachat qui peuvent être effectuées, ou d'augmentation de position sous forme d'augmentation de capital, et chose qui s'est passée avec une augmentation, notamment une levée de fonds de 4,3 milliards de dollars au niveau du capital, et ce qui est classique. Ce qui est classique, injection de liquidité, donc là-dessus, Crédit Suisse tiendra, quoi qu'il arrive. Oui, ils ont des problématiques, que ce soit de liquidité, de compliance, enfin, il y a plein de choses, ils se sont mangés une grosse amende il y a pas longtemps, c'est pas des petites amendes qu'ils ont un Crédit Suisse à chaque fois, mais ça n'empêche que, voilà, ils survivront, parce que, dans tous les cas, Crédit Suisse, il y a beaucoup d'acteurs qui sont derrière, il y a beaucoup d'acteurs qui sont intéressés aussi par Crédit Suisse, ça ne fera pas un Lehman Brothers, et c'est pour ça que le narratif actuel, et le narratif de septembre, ne me plaisait pas, et bon là il est en train de se calmer un petit peu, mais on était vraiment dans l'hystérie de la fin d'un marché financier, en tout cas d'un état financier, comme si ça allait se passer du jour au lendemain, alors que c'est pas quelque chose qui se déroule de cette façon-là, et ce n'est même pas forcément le cas aujourd'hui. Il faut prendre vraiment du recul par rapport à ça, et nous en avons
terminé sur la partie news et j'espère que ça vous a plu. Je vais préparer l'analyse technique pour la deuxième vidéo sur la partie vraiment technique. Avant de se quitter, je vous rappelle deux choses. Un, le Discord est en commentaire et en description, c'est gratuit, c'est un lieu d'échange et d'information sur la crypto, la blockchain, le trading et l'investissement. Et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne et soutenir le Discord, on a mis en place un premium avec plus de 100 vidéos et 300 pages de formation structurées autour d'un parcours pédagogique. Vous y retrouverez aussi plein de choses comme par exemple des stratégies de trading, des stratégies d'investissement, des analyses qu'on fait sur les altcoins, des lives hebdomadaires, des briefs quotidiens que je fais sur le marché, plein d'autres choses. Je vous mets une petite vidéo en haut à droite pour les curieux et je vous dis à tout de suite pour la vidéo technique. Si tu aimes mon contenu, n'hésite pas, partage, like, ça m'aide énormément, et rejoins-nous sur Discord.